Attention, cette vidéo contient les spoils du scan 1052. Et toi Nakama, eh bien n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. La saga se conclut presque sur ces mots. Deux des empereurs ont connu la défaite. Le monde est sans dessus-dessous. Les hautes instances sont abasourdies. Et oui, tous ont appris ce résultat. Le monde entier sera bientôt au courant. Pourtant, une nouvelle ombre plane au-dessus de Wano. Une ombre à l'allure bien étrange. C'est celle d'un nouvel ennemi. D'un ennemi qui se croit capable de s'infiltrer à Wano. Et peut-être même de faire vaciller Luffy. C'est celle de l'amiral Ryukyu-Gyu. Alors bien évidemment, on en parle maintenant sur Raftel et Nakama. Et là, eh bien Wano, c'est quasiment fini. Oda il tease depuis un moment, mais là il a annoncé, il restait à peu près 2 chapitres pour terminer complètement Wano. Et après, eh bien ce sera la saga finale. On va rentrer directement dans la saga finale. Il a précisé que la dernière planche de Wano, la dernière des scènes serait ahurissante. On s'attend à ça, on voit qu'il y a d'autres personnages qui débarquent, on voit qu'il y a vraiment des choses qui vont changer, quelque chose va se passer mais on ne sait pas encore quoi. La dernière fois qu'Oda a pris une pause, eh bien c'était pour l'ellipse avant le Nouveau Monde. Et là, on sent que ça va arriver, ce sera à nouveau une ellipse, donc là pour un mois. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a vraiment très hâte de voir ça. Et on ne sait pas combien de temps va se passer entre la fin de Wano et le début du nouvel arc. On a beaucoup de théories sur cette nouvelle saga, et ça va être grandiose. Mais ça nous titille énormément. Combien de temps il reste? Et surtout, on a peut-être un peu peur qu'il y ait des gâchis. Pas énormément dans l'histoire de One Piece parce que ça c'est prédéfini. Il le sait très bien comment ça va se finir depuis un moment. Et son génie est derrière tout ça. Mais il y a plein de petits détails dans ce chapitre également qui nous déçoivent. D'ailleurs, le titre, si on l'a pas changé entre temps, c'est Déception. Et c'est normal. On a 3 grosses déceptions. Et on vous l'explique. Mais avant ça, eh bien place au Super Fangs. Comme vous le savez, à chaque vidéo, vous avez l'occasion de devenir roi de Raftel. Comment? Eh bien, les Super Fangs ont été activés sur la chaîne et vous êtes nombreux à donner. Nous, on s'est dit qu'il fallait une sorte de récompense, de montrer en fait qu'on est reconnaissant. Donc, chaque personne qui donne, peu importe la somme, il est nommé roi de Raftel pour cette vidéo. Et tout ce qu'on recueille avec les Super Fangs va servir à un énorme projet qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Toutes les personnes qui ont donné ne serait-ce qu'une seule fois aux Super Fangs, et ben ce sera dédicacé à vous ce gros projet. Et le premier, eh bien on a Shrek le beau gosse. Et il sait déjà qu'on adore son pseudo et son image de profil. Franchement, elle est trop top. Le second, c'est McGuy, un autre de l'équipage de Barbe Blanche et qui malheureusement est encore porté disparu, qui nous dit de continuer comme ça. Eh bien, on n'arrêtera pas. Et la dernière saga, on va tout vivre ensemble, forcément. Alors abonnez-vous parce que franchement, avec tous les formats qu'on prépare pour la dernière saga, ça va être génialissime. On n'aura pas un mois de pause, nous, mais pendant ce mois, on va préparer beaucoup ce qui va se passer. Et enfin, le dernier roi de Raftel, eh bien c'est BSDU, qui nous dit qu'à chaque vidéo, donc vous nous régalez toujours autant, en espérant que cette aventure durera encore longtemps pour vous comme pour nous Raftelil, merci. Donc là évidemment, ça nous fait toujours très plaisir. Donc comme on l'a dit, donc là ça va durer normalement très longtemps. Je pense qu'on aura encore des vidéos à faire même après que One Piece sera terminé. Donc là ne vous inquiétez pas, donc on a déjà pas mal de projets, donc même pour après One Piece. Donc on a énormément de nouvelles vidéos qui arriveront, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Même si ça se passe dans 8 ans la fin de One Piece, après on aura énormément de choses à dire, on aura énormément de formats innovants. En fait, on voulait peut-être les sortir un petit peu avant, mais on va attendre la fin de One Piece. C'est trop bizarre d'avoir un projet horizon 8 ans, mais c'est comme ça. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, on continue avec le Germa. Et cette fois-ci, eh bien, ils sont toujours en exfiltration, mais ils tombent sur quelqu'un de super intéressant, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Eh bien, c'est César, l'homme gaz. Et nous, on était persuadés qu'il était parti en volant de la Tea Party. Et finalement, non, parce qu'il se retrouve là, coincé sur Whole Cake, à se cacher. Donc c'est assez étonnant. C'est assez nul, surtout, parce que c'est le gars qui vole. Et les Mugiwara, tout le Bataclan, en fait, ils ont pu fuir Whole Cake. Il y avait une énorme diversion. Et lui, il avait quoi? Il est resté sur son quoi? Il a eu peur de Big Mom, il a eu peur de tout le monde. Et ça se pose des questions quand même s'il n'y avait pas autre chose derrière. Est-ce qu'il vraiment il n'a pas pu réussir à s'échapper ou il avait peut-être un autre projet? En tout cas, le deuxième point important, eh c'est tout simplement la rencontre avec le Germa, puisque là, on se pose encore plus de questions. On a l'impression que Oda a voulu nous faire une grosse surprise, en tout cas, qu'il y aura sans doute une association entre Judge et César. Pour ceux qui se le demandent, César n'a jamais travaillé avec Judge, ça n'a jamais été mentionné en tout cas. César a rencontré de nombreuses fois Sanji, il savait que c'était un Big Smoke, et il n'a pas dit « j'ai déjà travaillé avec ton père ». Il faut bien voir que Vegapunk a travaillé avec Judge quand les deux étaient très jeunes, en tout cas quand Judge était très jeune. Puis, il a été capturé par le gouvernement et c'est là qu'il a été amené à Punk Hazard et il a travaillé avec César sur la géantification, sur les feux du démon et compagnie. Les deux éléments ne sont pas du tout liés, donc Judge et César ils ne se connaissaient pas
Ils se sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Maintenant, ce sera sans doute le cas. César va trouver des alliés. C'est un grand scientifique et les enfants Vinsmoke, ils vont le savoir. Ils vont se dire, Judge, papa aura besoin de cet homme-là, on va le ramener. Nous, on a vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. On a hâte de voir ce que va donner cette Ligue du Mal. Et on espère peut-être même voir l'ombre de Vegapunk dans cette mini-aventure. Au moins l'ombre, parce qu'on ne va pas trop en demander à Oda. Je sais que ça arrivera donc au fur et à mesure, mais peut-être une ombre déjà, ça serait pas mal. Première vraie page du chapitre. Nous sommes sur Marijoie et la nouvelle vient d'arriver sur place. Kaido et Lin Lin sont tombés. L'équilibre du nouveau monde vient de vaciller pour de bon. Les 5 anciens en parlent et lancent que le timing est vraiment le pire. Et ils sont en communication avec le seul gradé du CP0 présent sur place. Il lui demande plus d'informations et on apprend que Zunesh est parti peu après les événements. Gandhi comprend que le pays ne va pas s'ouvrir et que même avec les forces actuelles, ils ne pourront pas lancer une invasion. Mais en tout cas, Nico Robin doit être capturé et ramené. C'est alors que la ligne se met à grésiller et la communication se fait hacker. Une voix très familière lance alors qu'il arrive bientôt. Il y a tellement d'informations dans ce tout petit passage. Tout d'abord, le Conseil des 5 anciens. Là, on ne connaît toujours pas leur but, mais l'équilibre du monde, ils y tiennent, hein. Ils veulent absolument pas décrocher. Ils étaient prêts à laisser Kaido et Big Mom contrôler une partie du Nouveau Monde si ça permettait en fait d'équilibrer les choses et qu'ils gardent la main mise sur le reste du gouvernement. Sur tous les pays qui sont assujettis au gouvernement. Mais Nika, ça les arrange absolument pas. D'ailleurs, ils se disent qu'envoyer une flotte sur place n'est pas une mauvaise idée, mais ils n'ont pas assez de force. Avec tous les moyens qu'ils ont, ils n'auront jamais assez de force pour défaire les sur Wano et tout prendre. Ils n'ont pas tort. Et les raisons sont simples. Tout d'abord, c'est que les puissances sur place sont énormes. On a les 3 capitaines, Luffy, Law et Kid. On a Marco, on a Zoro, on a Sanji. On a le reste des 3 équipages. On a les samouraïs, on a les ninjas et on a la cascade. La cascade, en fait, c'est un point stratégique énorme. Peu importe le nombre de bateaux que tu envoies, ils seront dans un péril énorme en fait en montant la cascade. Donc, il suffit que les alliés se postent à l'entrée et bim, 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 bah, ils vont tomber tous les bateaux et ça n'avance pas en fait. Le gouvernement va perdre s'ils font ça, ils le savent. Et ensuite, il reste vraiment concentré sur Robin. L'équilibre du monde, finalement, c'est pas bien grave. Mais Robin, il faut vraiment la capturer. Et enfin, il y a ce hacking de la mort, cette voix qui leur semble vraiment très familière. D'ailleurs, il l'écoute. Si elle n'était pas familière, bah, ce serait foutu. Mais il y a un point encore plus important, le hacking. En face, on a les 5 personnes les plus importantes du monde. Enfin, selon les yeux de tout le monde, parce qu'on connaît pas, les citoyens lambda ne connaissent pas Im-sama. Les contacter, ça devrait être sur une ligne hyper sécurisée où personne ne peut avoir son mot à dire. Mais non, là, le mec à côté, oh, on se fait hacker. C'est vrai, ils sont pas paniqués, ils ont l'air comme si c'était limite normal. Donc, On va écouter ce qu'il a à dire et ensuite on regarde si en fait on coupe la communication ou on arrête le hacking. Mais on l'écoute. Et oui, on sait qui c'est et on le voit à la fin de ce chapitre. Mais surtout, il a l'air d'avoir un plan du tonnerre. On n'en parle pas tout de suite, mais ça va être très intéressant. Sur Wano, 2 supernovas se croisent à nouveau. Le premier est à terre et c'est Drake. Il gît là suite à l'attaque du CP0. Et l'autre est gravement mutilé, c'est Basil Hawking. Celui-ci accuse Drake d'être un infiltré. Mais la réponse ne viendra pas. Les 2 connaissances restent alors sur place. L'infiltré lui demande pourquoi ses cartes lui ont menti. Et il lâche alors que la première fois, il a vu la victoire de Kaido. Mais la seconde fois, il ne pouvait revenir en rampant vers Kid. Et là, il s'effondre en avant que le pourcentage de 1% de survie, eh bien c'était pour lui. Déception! Vous trouvez pas que c'est décevant ce qui vient de se passer là? Hawkins, il avait vraiment tout pour lui. C'était un supernova. Il avait un super fruit du démon, celui de la paille. En gros, il se fait toucher. Mais non, c'est pas lui, vu que c'est une poupée vaudou. La personne à qui il s'est associé perd soit le membre, soit la vie. Ok, sa défaite là-dedans était légitime, puisqu'on lui a coupé le bras et qu'il n'avait pas de bras. Mais ensuite, ces cartes en fait lui donnent des informations sur l'avenir. La première fois qu'il a combattu Kaido, il n'y avait pas de souci. Ils allaient perdre, donc il a changé de camp. Ça lui a permis de survivre. Cet homme veut la survie, comme pour tout supernova, comme pour tout pirate, ils veulent survivre, avancer, éventuellement trouver le One Piece, mais en tout cas vivre en liberté. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ces cartes lui ont dit qu'il allait perdre s'il restait du côté de Kaido. Ces cartes lui ont dit que le mec avait 1% de chance de survie, que tout le monde cherchait, on pensait que c'était soit Drake, soit Luffy, soit Kaido, soit Big Mom. Et ben en fait, c'était lui-même. Mais là quand même, c'est complètement fou. Pour nous, c'est carrément débile. Ok, on peut comprendre que t'aies pas envie de retourner voir Kid parce que on sait jamais, il pourrait te tuer également derrière après. Mais là, on est sûr et certain, il a quasiment aucune chance de survie. Et bah, fuis dans ce cas, fuis, trouve un moyen de détourner l'attention, de partir, prendre un bateau, je sais pas, mais ne reste pas là. Il a préféré rester avec son 1% de chance de survie. C'est un personnage qui est vraiment gâché. Il est rentré dans le top 10, voire c'est le numéro 1 des personnages gâchés de One Piece. Il y avait tellement de potentiel et on est vraiment déçus pour Hawkins. Et le pire, eh bien, c'est qu'à la fin,
il meurt. Et petit point quand même assez important, c'est que cette relation X-Drake et Hawkins, eh ben, elle n'est pas anodine. Finalement, elle fait référence à deux pirates légendaires et très connus, Sir Drake et Sir Hawkins, qui étaient deux grands cousins et qui s'entendaient extrêmement bien. Ils étaient sur le même bateau lors de la conquête de l'Amérique, ils pillaient les bateaux espagnols ensemble, ils se sont fait une belle renommée, et à l'époque, Drake a même été adoubé par la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. Dans la capitale des fleurs, la fête du feu vient à peine de finir. Pourtant, les décorations ne sont pas enlevées. Le nouveau shogun vient de décréter un nouveau festival. Pendant ce temps, la population doit tout revoir. Les instituteurs liés à Orochi sont remplacés et les cours d'histoire deviennent bien plus exaltants. On y apprend la vérité sur les Kozuki, sur Yuri, sur Kawamatsu, sur Denjiro le grand infiltré et sur tous les autres. Alors qu'à Ringo, l'ambiance est bien plus maussade. Des hommages viennent d'être rendus. Deux grands soldats sont morts durant la bataille, Izu et Ashura Doji. Il ne reste d'eux maintenant que leurs armes. Kinemon aimerait bâtir un sanctuaire où tous pourront vénérer Oden, mais aussi les daimyo tombés et les soldats. Onimaru aussi est avec eux, il revoit enfin Kawamatsu. Alors que Marco débarque, celui-ci est triste de la disparition de son ami. Lui, il est encore là. Et les derniers mots de Kinemon sont « S'il devait arriver quelque chose à un autre de nos héros, je ne le supporterai pas ». L'annonce est quand même très importante. Il y a eu 2 morts parmi les fourreaux rouges. 2 morts très emblématiques, mine de rien. Izu et Ashura Doji. Le second était considéré comme le plus grand des samouraïs de Wano après la mort d'Oden. C'était un soldat puissant, Kaido a essayé de le recruter à de nombreuses reprises. D'ailleurs, pendant 20 ans, il a réussi à se cacher et à battre tous ceux qui ont été envoyés pour l'arrêter. Ça veut tout dire. Mais rappelez-vous de sa mort. Il y avait les clones de Konjuro qui ont débarqué et hop, lui il a sauté sur l'un d'eux, un clone d'Aang fait à l'image d'Oden, celui-ci a explosé, il est mort dans l'explosion. Mais qui meurt dans une explosion dans One Piece ? Là, c'est une des choses qui nous dérange beaucoup avec ce chapitre. Il y a des morts, on est d'accord, on a tous demandé à avoir des morts emblématiques et compagnie. Mais c'est pas ces morts-là qu'on voulait. Certes, si Ashura Doji était mort avec les armes à la main, avec une belle stature, quelque chose qui montre en fait que c'était vraiment le plus grand samouraï de Wano de son époque, ça nous aurait fait très plaisir. Mais là, nombre de personnages dans l'histoire de One Piece ont subi une grosse explosion. Le plus gros, c'est Pell. Il a eu une explosion qui était sans doute plus grosse que celle qu'on a vue avec Ashura Doji. Pourtant, il n'est pas mort. Ashura Doji, lui, il est mort là-dedans. On expliquera juste après pourquoi Oda a fait ça. Pour Izu, c'est un peu plus plausible, parce qu'effectivement, bon, il s'est battu quand même contre Kaido juste avant, il s'est pris ensuite un index gun, donc on peut comprendre. Mais par contre, c'est vrai qu'on reste quand même assez déçu là-dessus, parce qu'on imaginait peut-être voir un peu plus d'Izu, un peu plus de grands combats, et surtout, même une fois mort, parce que, ok, on peut accepter qu'il soit mort, mais moi, par exemple, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de flashback. On avait vu déjà dans quelques scans précédents la complicité entre Marco et Izu, c'était d'ailleurs super agréable, ça nous avait bien fait rigoler, et là, on aurait aimé peut-être avoir un petit peu plus, parce que là, c'est vrai que c'est une mort, mais on passe un peu dessus. Il y a un autre problème avec la mort d'Izu pour nous. On l'avait dit dans nos reviews il y a fort longtemps, je pense que c'était il y a 1 an. Izu est quelqu'un de très important, mine de rien. Il a vécu avec Barbe Blanche, avec leur équipage. Il était commandant et il a vu le monde. Il connaît le monde, il connaît le gouvernement minimum. Il sait comment ça se passe à l'extérieur. C'était celui qui aurait fait le pont entre Momonosuke et le monde extérieur. Il lui aurait appris tellement de choses. Aujourd'hui, qui peut faire ça? Marco? Marco ne restera pas sur place. Personne ne peut lui apprendre tout ça. Izu aurait pu avoir ce rôle si intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'Oda a sacrifié ces 2 personnages? Eh bien juste à cause d'une phrase. Il avait dit que Wano serait un arc déchirant, où il y aurait beaucoup de morts. Sauf qu'à la fin, il n'y avait quasiment pas de morts. Donc Kaido et Big Mom, pour l'instant, on ne sait pas. Orochi, oui. Mais c'est vrai que du coup, il a fallu trouver d'autres personnages à faire mourir pour pouvoir avancer, enfin pour pouvoir justement fitter à cette phrase qu'il avait donnée. Et surtout, donner en fait un sens à cette guerre. Une guerre sans mort exceptionnelle, c'est pas une guerre. Là, on nous vend Izu mort, on nous vend Hawkins mort, et on nous vend Ashura Doji mort. Nous, on est vraiment très déçus par ces 3 morts qui, en fait, auraient pu être beaucoup mieux. Kinemon, s'il était mort dans la bataille, ça nous aurait fait quelque chose, et ça aurait été tellement symbolique. Le mec s'est battu contre Kaido avec tous les autres. Ensuite, il a protégé Momo contre Kaido. Il s'est fait transpercer le ventre par une épée. Ok, quand il s'est fait assommer, il a été coupé en 2 et ça n'a pas servi à grand chose. La blessure, soi-disant, que l'eau lui avait fait, c'est pas bien recollé. En fait, on aurait pu retrouver le vrai sens du mot sacrifice qu'on a toujours eu dans One Piece. Et là, c'est vrai, c'est peut-être un peu ce qui nous manque. On ne va pas en parler plus, on fera sans doute une vidéo sur les sacrifices très bientôt. Mais en tout cas, dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire. Dans le château du Shogun, une nouvelle fait sensation. Les sauveurs sont réveillés. C'est d'ailleurs Yori qui en informe Yamato et Momo à l'aide d'un énorme grand coup de pied en pleine tête. Et direction le lieu où les 2 convalescents hurlent à tour de rôle. Saké et viande. Dans un premier temps, aucun des 2 ne comprend qui est vraiment cet homme, mais très vite, il se présente comme Momo, et forcément, il reste estomaqué. Zoro est même impressionné et demande si c'est pas grâce à l'héritage génétique d'Oden. Il veut même se mesurer au nouveau shogun.
Et comme à son habitude, eh bien, le petit pervers se rue vers Nami pour se réfugier dans son kimono. Mais là, bam, il se fait frapper. Tout ça sous le regard moqueur de Sanji et de Brook. Selon eux, c'est fini les privilèges, c'est un adulte maintenant. Yamato en remet également une couche et place une assiette sur la tête de son protégé, uniquement pour le complimenter sur sa ressemblance avec son père et pour son corps résistant. Et là, Nami propose un bain général, mais c'est pareil, attention, faut pas déconner. Jinbei explique que le fils de Kaido a délibérément arrêté de manger et de se doucher, une preuve de foi pour les cieux pour que Luffy et Zoro sortent en vie et en bonne santé du coma. Luffy est vraiment très heureux de l'apprendre et lance que ça a très bien marché. Zoro, lui, fait la remarque que son corps est extrêmement propre, et Yori lâche que c'est elle qui s'est occupée personnellement de sa toilette. Et là, ça déclenche la rage de Sanji. Zoro repense à sa promesse et se lance sur son katana arme à la main. Il est revenu des enfers pour abattre Sanji. Alors que le bain commence, les hommes sont de leur côté, mais Yamato est avec eux. Et bien oui, c'est normal puisque c'est le fils de Kaido. Et ça ne laisse pas du tout indifférent Momo, Brook et surtout Sanji qui se retrouve éjecté sur des kilomètres en voyant son idéal. Ces scènes sont parfaites, ça c'est du Oda tout craché. On est à la fin d'un arc, les ennemis ont été battus, tout va bien. Donc forcément, on s'amuse, on se détend, on mange et on prend des bains. C'est totalement normal. Et le fait que Yamato ait un corps de femme, c'est un excellent running gag pour Sanji. Le pauvre, s'il intègre l'équipage et qu'il fait ça tout du long, bah Sanji il va mourir d'hémorragie. Et là, c'est foutu. Il y a aussi Zoro qui se fait nettoyer par Yuri, la fangirl hyper collante. Et après, il y a aussi la bataille entre Sanji et Zoro. Ça a été prévu, il l'a demandé à Zoro. Sauf que là, il n'a pas été changé en être sans cœur. Mais Zoro veut quand même se battre, il veut se défouler. D'ailleurs, il vient d'essayer de défier Momo. Comme il n'a pas réussi, maintenant il défie Sanji. Mais la petite bataille de fond, ça montre peut-être que Oda considère que les deux sont au même niveau. C'est peut-être juste un clin d'œil. À vous de nous dire en commentaire. Et enfin, où sont Robin et Inu? On ne les a pas du tout vus à la fin de ce scan. Et nous, on a peut-être notre petite idée parce qu'effectivement, Inu parle souvent de ses reliques. Donc à notre avis, eh bien, ils sont tous les deux ensemble en train déjà de déchiffrer le Rod Poneglyph. Au port de Tokage, tous les navires ont été réparés par les charpentiers de Wano, Franky et Usopp. Les autres supernovas sont présents. Leur équipage félicite les Mugiwara pour leur travail. Mais Kid réprimande directement les siens. Il veut partir au plus vite pour être en sécurité en mer. Inutile de se lier avec l'ennemi. Et l'eau, forcément, il partage son avis. Il s'inquiète du fait que sur une île pareille, on ne peut pas savoir ce que le gouvernement prépare à l'extérieur. Surtout que s'ils sont au courant, tous les avis de recherche ont augmenté. Et là, on a une autre apparition. Un Ambers débarque et il porte Apo dans ses mains. Et celui-ci, il a le journal tant attendu. Il déclare que les primes ont été mises à jour. Et mieux, il y a le nom de ceux qui sont récemment devenus des empereurs. Alors qu'aux portes de Wano, une menace pointe le bout de son nez. Un homme vole bien étrangement. Et il semble avoir une hélice au-dessus de lui qui lui permet de voler. Et dans une de ses mains, il tient un Denden Mushi, avec lequel il part directement avec Akainu qui lui fait des reproches. Alors il s'excuse. Et cet homme, c'est le dernier des amiraux, Ryukyu-gu. Et c'est la fin du chapitre. La dernière apparition, elle est vraiment incroyable, c'est le dernier amiral. Mais là par contre, on ne va pas en parler tout de suite parce que d'abord, on va parler des primes. Donc d'abord, on a Apo qui apporte les Wanted, ça c'est quelque chose de très important. Mais avant de parler des primes, eh bien, il y a quelque chose à soulever, c'est qu'effectivement, on aura l'annonce des deux nouveaux empereurs. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément que Kaido et Big Mom sont morts, ça veut juste dire qu'ils ont été défaits et que du coup, leur titre d'empereur est remis en cause. Donc là, la question qui se pose, c'est qui vont être ces deux nouveaux empereurs? Parce qu'apparemment, il y a les noms dans ce journal. Et puis, ça veut pas dire qu'il y a deux nouveaux empereurs. Pourquoi est-ce qu'on serait forcément sur un système de Yonko? On peut en avoir plus. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'extérieur. On ne sait pas qui a pu faire quoi. Alors tout d'abord, on va parler des empereurs qui sont nés à Wano. Pour nous, il y en a trois, possiblement, mais on va miser que sur un seul. Le premier, c'est forcément Luffy. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a battu Kaido en 1 contre 1. Le CP0 le sait. Et en plus, c'est Nika quoi, donc le gouvernement veut sa peau, et puis le nommé empereur, ça fait en sorte que plus de personnes aillent à sa recherche. Donc là, il faut bien savoir que c'était pas officiel au départ, parce qu'effectivement, il avait été nommé 5e empereur, mais c'était honnêtement pas un rang officiel. Pour les deux derniers empereurs, eh bien c'est Kid et Law, puisqu'ils ont battu Big Mom. Mais là, c'est assez particulier, parce qu'effectivement, ce n'était pas un 1 contre 1, c'était Big Mom contre Law et Kid. Donc est-ce que le gouvernement va du coup remplacer une place et en mettre deux nouveaux empereurs, ou est-ce que ça va être un nouveau titre un peu séparé, comme pour Luffy justement avant, qui était nommé 5e empereur sans que ce soit officiel? C'était juste la presse qui le disait, voilà, c'était juste pas la le gouvernement. presse. Pour l'instant, on ne sait pas encore, on attend de voir ce que ça va donner, mais nous en tout cas on penche pour que Luffy effectivement soit nommé totalement empereur et Law et Kid, eh bien pour l'instant peut-être une énorme augmentation de primes. Et à l'extérieur il s'est passé bien des choses, les Shichibukai ont été attaqués. Eux, ils ont déjà des territoires. Le fait qu'ils soient Shichibukai empêche qu'ils soient empereurs des mers. Et s'il y en a un qui a réussi à retourner la situation, s'il a réussi à battre la marine, à sécuriser les lieux, forcément vous l'avez en tête, nous aussi, nous on pense à Mihawk. Mihawk rivalisait avec Shanks dans leur jeunesse. Qu'est-ce qui empêche
Mihawk d'avoir en fait augmenté de niveau pour arriver petit à petit au niveau de Shanks. Ou alors au-dessous, on ne sait pas, on ne connaît pas le niveau de Shanks, c'est juste une supposition. On dit bien des nouveaux empereurs, et c'est bien le genre d'Oda de savoir à quoi tout le monde s'attend. Luffy, Kid, Law, et là, non, Luffy et Mihawk, sa vraie sensation. Et pire encore, on pourrait avoir la surprise du siècle, Baggy le clown. Ce serait pas con, puisque cet homme a tout fait dans sa vie, et il arrivait en fait à chaque fois à prendre des places qui ne lui revenaient pas droit, et tout ça par chance, par maladresse, par tout ce que vous voulez, mais ça a toujours été quelqu'un de très particulier qui arrive toujours à avoir les meilleures places. C'est un peu une blague, mais on garde ça un peu de côté. Et puis il pourrait très bien y avoir Boa Hancock, la grande impératrice, qui pourrait très bien avoir réussi son coup. Mais nous on ne penche pas forcément là-dessus, parce qu'effectivement elle est plutôt liée à tout un autre sujet qui reste l'esclavage dans One Piece avec son tatouage dans le dos. On pense plutôt qu'elle a été capturée et ramenée à Marijois. Et là on parle enfin de Ryukyu. On ne sait pas si on le prononce bien, mais en tout cas le dernier amiral. Et ça, c'est vraiment un sujet très particulier. Qu'est-ce qu'il fait à Wano? Cet homme n'est clairement pas assez fort pour battre toute l'armée qui est sur place. On est 7 jours plus tard. 7 jours plus tard, tout le monde a repris des forces. Si Zoro et Luffy sont encore un petit peu patatrac, Sanji, lui, c'est un espèce de cyborg qui en fait a l'air de reprendre tous ses moyens assez vite. Tu as Marco, tu as Law, tu as Kid, tu as Appo, oui mais de rien, tu as énormément de personnes. Qu'est-ce que cet homme fait là-bas? Eh bien nous, on pense qu'il est en train de faire un coup de maître. Tout simplement parce qu'il y a des raisons derrière tout ça. Premièrement, c'est un amiral. Il n'a pas encore été introduit. Alors forcément, quand un amiral est introduit, c'est toujours grandiose comment c'est fait. Il va tout de suite faire quelque chose de magique. Deuxièmement, il a parlé au Conseil des 5 Anciens. Et il leur a dit en fait d'attendre son arrivée. Le CP0 n'a pas bougé pendant ce temps. Donc forcément, il a convaincu avec un plan magistral. Et c'est ça le cœur de la chose. Il va peut-être prendre Luffy lui-même sans se battre. Il va peut-être attendre la fête ou je ne sais quoi, s'introduire et réussir à enlever Luffy. Alors enlever Robin, mais sans avoir à se battre. Ensuite pour ses pouvoirs, là ça a l'air flagrant quand même. Donc là on le voit bien dans ce chapitre, ce qu'il a derrière le dos qui le sert d'hélice, eh bien c'est une plante. Donc finalement son fou du démon, eh bien il contrôle tout simplement les plantes. Après est-ce qu'il y a des spécificités? Pour l'instant on ne sait pas encore. Il y a une deuxième possibilité, c'est qu'il contrôle le vivant. Les plantes sont vivantes. Oh, n'oubliez pas que les Denden Mushi sont des êtres vivants. On n'a jamais vu quelqu'un hacker un Denden Mushi. En fait, il y a l'escargophone qui permet d'écouter les conversations, mais pas d'interférer sur le signal et parler. En tout cas, nous, on n'a pas cette information pour le moment. En plus, comme on l'a dit, la ligne avec les 5 anciens doit être vraiment quelque chose de très sécurisé. Par contre, si quelqu'un a un fruit du démon qui contrôle tous les êtres vivants, et à distance peut-être, il pourrait interférer sur les Denden Mushi et envoyer d'autres signaux et parler à la place en fait de l'interlocuteur. Ça expliquerait bien des choses. Ça expliquerait que son pouvoir soit quasiment divin et qu'enfin il y aurait quelqu'un dans la marine qui serait capable d'arrêter Luffy à l'heure actuelle, capable de rivaliser avec Nika. On ne sait pas pour les autres, mais le fait qu'il soit sur Wano et qu'il est en train de... qu'il va faire une espèce de 1 contre 1000, ça peut être ça. On va pas trop s'avancer parce que on veut vraiment faire de grosses vidéos sur lui. Et il va être un personnage très très intéressant. Et voici les petites prédictions pour le scan suivant. Numéro 1, le grand banquet prévu par Momo commence enfin. Numéro 2, Robin découvre le poneglyphe rouge en compagnie d'Inuarashi. Numéro 3, les pouvoirs de Ryokugyu sont liés aux plantes, voire même aux vivants. Numéro 4, Ryokugyu s'infile grâce à son pouvoir et il entre en contact soit avec Luffy, soit avec Robin. Son plan entre en action. Et enfin, numéro 5, le cliffhanger total de Wano arrive. Voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner puisque ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide énormément pour les stats YouTube. A bientôt les accros de One Piece.